Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. On se retrouve pour un café IFI numéro 6 où on va parler d'un sujet qui revient assez souvent. On nous a posé la question encore récemment sur la chaîne. Comment répartir intelligemment, efficacement son budget sur le matériel IFI? D'accord. Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent sur la source? Est-ce qu'il faut en mettre plus sur les enceintes? Qu'en est-il de l'amplificateur? On va voir tout ça ensemble. On lance le jingle et on en parle après. Entendu, à tout de suite. À tout de suite. Alors ça, c'est une question un peu casse-gueule. C'est une question un peu casse-gueule parce qu'elle part d'un postulat que sur un système IFI, donc on a évidemment la source, streamer, vinyle, etc. Ouais. Amplificateur, enceinte, accessoires, câbles, etc. Qui, quoi qu'on en dise, ont évidemment une influence sur le son dans une certaine mesure. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en parler plus longuement une autre fois. Ouais. Donc l'idée sous-jacente quand on nous pose cette question-là, c'est le client demander combien je dois répartir sur un budget X, combien je dois mettre dans ma source, dans mon ampli, dans mes enceintes, etc. Est-ce que globalement, est-ce que c'est proportionnel à chaque poste? Est-ce qu'on peut se permettre de baisser un petit peu le budget sur certains éléments pour le rehausser sur d'autres? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la théorie, on serait censé quand même respecter, et c'est ça l'idée de base, une certaine homogénéité dans la répartition du budget. D'accord. Je vais prendre un exemple. Dans un système, par exemple, on va dire à 6 000 €. C'est volontaire, vous allez voir où je veux en venir. On se dit, ce serait peut-être pas mal de mettre une source à 2 000 €, des enceintes à 2 000 et puis un ampli à 2 000 €. Ça fera un système à peu près cohérent. Ça paraît cohérent. C'est une base de réflexion qui est à peu près qui tient à peu près la route, mais c'est très piégeant parce qu'on peut passer à côté de choses extrêmement intéressantes. Je m'explique. Vous avez sur une machine donnée, sur par exemple un amplificateur de la marque X, un rapport performance-prix qui est d'une certaine valeur. Admettons que 0 c'est un rapport performance-prix qui est nul et 10 c'est un rapport performance-prix qui est exceptionnel. Donc une performance énorme par rapport au prix. Exactement. Si j'ai une machine à 1 000 € sur le marché qui marche mieux qu'une machine à 2 000 ou 2 500, on en connaît, ça existe. Bien sûr. Est-ce que, dans ce cas-là, je passe à côté du truc? C'est tout le temps compliqué. Donc ça vient déformer complètement le miroir et ça va donner une fausse vision au client. Donc ça veut dire que il faut pas forcément faire attention au prix de départ, mais c'est surtout au rapport performance-prix du produit. C'est ça qu'il faut chercher. C'est plus ça, en fait. Et je voudrais aussi parler dans cette vidéo, ça me vient un petit peu comme ça en improvisation, c'est comment détecter les marques surcotées et sous-cotées. Parce que ça vient exactement répondre à la question comment bien répartir son budget. En fait, je sais pas si c'est la question de base à se poser. C'est plutôt comment trouver des appareils qui donnent la meilleure performance pour un budget donné. Ouais. Parce qu'à partir de là, il n'y a plus qu'à les assembler et on aura, sous réserve que l'association musicale soit bonne, bien entendu, ça va sans dire, on aura un résultat qui sera très intéressant. Ouais. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment détecter les marques, les petites perles, les petites pépites qui sont surcotées et sous-cotées. On sait par expérience que les marques dont on parle partout, avec des prix, avec des bancs d'essai qu'on voit passer chez tous les reviewers, etc., on sait que souvent, je dis bien d'une manière générale, on va pas évidemment mettre tout le monde dans le même panier, ça ne rime à rien, et puis de toute façon c'est pas le but de mon propos ici. Quand il y a un produit qui passe sur YouTube, qui passe sur Facebook, sur BFM TV, etc., il y a eu des marques qui ont fait ça, des marques très connues, avec des notoriétés énormes. Qui font le circuit complet. C'est des marques qui dépensent un pognon inimaginable en marketing. Et le marketing, une fois de plus, qui c'est qui va payer? C'est Bibi, c'est le client final, c'est personne d'autre. D'autant plus que ce sont des marques, en général, qui sont détenues par des fonds de pension. Des multinationales qui font partie de conglomérats où l'objectif premier, on va pas se mentir, c'est pas le son, c'est pas la qualité du son, c'est surtout de faire un maximum de blé comme un maximum de multinationales dans le monde, quel que soit le secteur d'activité. Donc déjà, pour détecter si une marque est surcotée ou sous-cotée ou surpayée par rapport à sa performance, on peut déjà s'interroger sur son origine.
Quand ça vient d'un fonds, comme je viens de le dire, un fonds de pension américain, il y a des marques qui sont comme ça. Bon, on connaît un peu la mentalité, quoi. C'est pas forcément, si vous voulez, le PDG de la multinationale, c'est pas forcément passionné du son. Lui, ce qui va surtout, c'est regarder la rentabilité, le marketing, etc., etc. Il y a beaucoup de marques qui sont comme ça. D'où justement le fait qu'il y a des produits qui soient très chers et qui marchent pas forcément exceptionnellement bien. Mais ça, on en a déjà parlé plein de fois. On va pas revenir là-dessus. Donc, pour détecter une marque surcotée, on peut déjà regarder ce type de choses. Comment elle communique, quelle est sa taille, etc., etc. Ouais. A contrario, et là il y a un travail de recherche à faire de la part des clients aussi, c'est un travail personnel, ou alors ils peuvent choisir la facilité, c'est s'orienter directement vers des cavistes, des cavistes du son comme nous, et comme d'autres magasins en France, il y a d'autres magasins en France qui font très bien ça, c'est aller chercher des petites pépites pour vous. Des petits domaines pas très connus. Des petits domaines pas très connus, des petites bouteilles à 7-8 balles qui sont excellentes et qui n'ont rien à envier avec des trucs qu'on voit au supermarché à des prix pas possibles. Et ça, c'est un travail de recherche qu'il faut faire en amont, des fois chez des tout petits fabricants. C'est vrai. Qui font des trucs, c'est des passionnés, c'est 2-3 gugus dans un atelier qui font des trucs extraordinaires, qui font ça des fois depuis 30 ans, voilà. C'est leur entreprise. Il y a un vrai génie dans la société. Exactement, il y a un vrai génie dans la société, des vraies convictions, un parti pris, des choix très méticuleux de composants qu'on retrouvera pas dans l'industrie. Je raconte souvent cette anecdote en magasin quand on parle des composants, des filtres, notamment des filtres d'enceinte. On sait très bien de quoi on parle. Il y a des entreprises sur des enceintes à 15 000 €. On retrouve des filtres avec des circuits imprimés, des trucs qu'on trouve à 12 balles, $12 chez nos fournisseurs à nous. Donc ils regardent à ça. L'artisan, lui, c'est vrai, enfin l'artisan. Pas forcément l'artisan, mais les bonnes marques, on va dire. Ça peut d'ailleurs être des marques. Il y a des marques industrielles qui font ce travail-là aussi. Bien sûr. Donc c'est pour ça, il faut vraiment. Ça, c'est ce que je voudrais vous dire, faire un travail de recherche sur chez qui vous achetez votre viande, quoi. Quel est le profil ? Quel est le profil ? On aime bien savoir d'où ça vient. Est-ce que ça a été élevé au grain, en plein air ? On essaie de trouver des similitudes avec ce qu'on pourrait faire dans l'alimentaire pour essayer de trouver des marques. Faut comprendre la démarche. La démarche et aussi le rapport de la valeur du produit. Mon père, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, fabriquait une enceinte qui à l'époque s'appelait la QLIS 5. La 5, ouais. Qui avait un filtre à l'intérieur avec des condensateurs à 400 €, des selfs, pardon, des selfs. Donc pour ceux qui nous rejoignent et qui connaissent pas forcément tout ça, la self, je parle très simplement, c'est un composant électronique qui va libérer plus ou moins d'électricité, plus ou moins de pression sur le haut-parleur, de courant sur le haut-parleur pour qu'il fasse plus ou moins de grave et pour vous régler avec la self les fréquences qui vont arriver et évidemment en fonction de la qualité de ce composant, vous avez une meilleure qualité de son puisqu'il y a des condensateurs et des selfs à 2 € et vous en avez à 300-400 €. Les meilleures marques utilisent évidemment les meilleurs condensateurs et les meilleurs selfs et les meilleures résistances puisque ça a une influence sur la qualité du son. Et ça, c'était une enceinte, François, qui était d'un ratio, c'était une enceinte chère. Ça pouvait pas être autrement de toute façon. C'est une enceinte qui coûtait la blinde à fabriquer. C'était fabriqué. En fait, on avait tous les handicaps sur ce produit, fait à la commande. Donc on peut pas se rattraper sur le volume. Voilà. On peut pas avoir des remises sur les composants puisqu'on les achète quasiment en toute petite quantité, voire à l'unité. C'était à l'unité. On achetait ça pour faire 1 ou 2 enceintes à chaque fois parce que c'était vraiment des sommes d'argent très importantes. Pas de remise de gros. On peut pas faire de remise de gros. Il y en a pas. C'est fait manuellement. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de machine. On peut mettre une semaine pour terminer une enceinte proprement. Main-d'œuvre française. Voilà, main-d'œuvre française, fiscalité française. On va pas être désagréable, on va pas commencer à parler politique, mais c'est vrai qu'en France, on est de ce point de vue-là assez bien loti au niveau de la fiscalité, n'est-ce pas ? Le coût du travail, voilà, tout simplement. Donc c'est une enceinte qui ne pouvait que coûter cher. Fatalement. Plus la marge de l'artisan qui ne fait pas de volume. Donc il faut bien qu'il gagne sa croûte à l'unité. Il peut pas se dire je vais en vendre 50 ce mois-ci, donc je vais me rattraper. Donc structurellement, c'est un truc qui ne pouvait coûter que très cher. Mais pourquoi je parle de cette anecdote-là ? C'est parce que c'était un produit d'un rapport valeur, ce qu'il y avait comme cam dans le produit par rapport auquel prix c'était vendu, c'était quasiment dans le top de ce qui se faisait. Il y a d'autres marques qui font ça. Encore une fois, je dis pas ça pour tirer la couverture vers nous, nos produits, etc. Voilà, il y a d'autres marques qui font ça, mais il y en a quand même pas beaucoup. C'est pour ça que je dis, il faut se renseigner quand vous allez acheter un produit.
il faut vous renseigner sur la valeur de ce produit, sur ses origines, sur éventuellement les comparer avec des équivalences du marché pour que la clientèle puisse se faire une idée très importante. Je pense que c'est comme ça, et c'est pour ça la réponse que je fais, je développe un peu, mais la réponse que je fais, c'est une façon détournée à la répartition du budget. Ouais, je pense que c'est mieux de raisonner comme ça. Il faut comprendre ce qu'on achète. Il faut comprendre ce qu'on achète, essayer d'acheter le meilleur produit pour le prix donné, correspondre à une enveloppe qu'on s'est fixée. Oui, bien sûr. C'est vrai que les clients en magasin, globalement, quand ils viennent nous voir, ils se disent, bon, bah voilà, j'ai une enveloppe de autant. Après, ça peut être un peu plus, un peu moins, en fonction de ce qu'on trouve. C'est une idée. Bien sûr. D'ailleurs, Oui. combien de fois on a vu des clients qui venaient avec une enveloppe et qui a explosé au fur et à mesure des écoutes parce qu'ils disent, ah, ça marche vachement bien, bah, c'est ça que je veux finalement. Bien Mais sûr. je croyais que c'était pas comme ça, etc. Ou l'inverse aussi. Ou l'inverse aussi, ouais. Les gens qui pensaient qu'ils atteindraient leur objectif sonore à bien plus cher et finalement qui ont trouvé ce qu'ils cherchaient Exactement. peut-être pas 2 fois moins cher, mais à 30% moins Et cher. ben dans ce cas-là, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. C'est une très belle économie. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les produits qui sont... Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais bon, c'est une petite marque. Ils se posent des questions. Ils sont pas rassurés. Ils sont pas rassurés. Maintenant, quand on voit que des boîtes, des constructeurs de bagnoles comme Saab, du jour au lendemain, ont déposé le bilan, aujourd'hui, on peut pas vraiment parler comme ça sur un amplificateur ou sur un streamer, d'autant plus que c'est totalement réparable. Demain, un fabricant disparaît. Oui, normalement, si à 99%, c'est toujours réparable. Donc, le côté, je suis rassuré par une marque, des fois, on peut le payer très cher pour pas grand-chose aussi. Ouais. C'est sûr. Donc moi je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder la question de la répartition du budget et puis surtout se laisser guider, je pense. Ouais. C'est très difficile et on en parle très très souvent de se faire une idée. Le parcours client, c'est quand même terrible. Imaginons que je me réveille ce matin, je suis vraiment monsieur lambda, je me réveille ce matin et je me dis aujourd'hui j'aimerais me faire plaisir. J'en ai ras-le-bol de mon enceinte Bluetooth, voilà, je veux investir dans un système. Voilà. Je vais commencer à regarder sur Internet, je vais tomber sur des publicités sponsorisées, des sites de soldeurs. Qu'est-ce que je vais trouver encore d'autre ? Des essais, des magazines, des blogueurs, des reviewers, des forumers. Il y en a des biens, il y en a surtout des moins bien, parce qu'il faut quand même, on ne sait pas qui parle. C'est Internet, il y a de tout. Tout le monde peut parler avec plus ou moins de légitimité, personne ne sait en fait. Il y a de tout et n'importe quoi, on ne sait absolument pas si c'est fiable comme information. C'est vrai que c'est pas évident du tout de se faire une idée sur ce parcours-là. Et en plus, c'est très personnel. Et en plus, c'est très personnel, puisqu'au bout du bout, ça doit vous plaire à vous. Et pas aux puisque autres. la qualité du son, c'est quand même très variable. Il y a des gens qui préfèrent un son plus coloré, un son plus analytique, plus ceci, etc. voilà. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'il faut se former soi-même à apprendre à pêcher. Et c'est pour ça qu'on a mis à disposition, et ça, je vous invite à le télécharger. Je fais un peu du rabâchage, mais c'est gratuit. C'est un e-book en téléchargement gratuit. Vous avez 250 pages de contenu pour vous faire comprendre un certain nombre de choses pour que vous puissiez faire vos choix vous-même en connaissance de cause et éviter de vous faire avoir par les sirènes du marketing. C'est ça. Parce que les sirènes du marketing, comme dans tous les business, il y en a. Fatalement. Et c'est vrai qu'on peut parfois, même moi, me laisser piéger aussi. Oui, dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines, aussi. Je peux me faire... Bien sûr. Je peux me faire avoir sur ce genre de truc. Faut se former. Donc plus vous êtes formé, plus vous êtes connaisseur... alors évidemment, dans une certaine mesure, vous n'allez pas devenir un professionnel de l'achat de matériel hi-fi. Non, mais déjà, comprendre ce que c'est par exemple qu'une enceinte, savoir ce qu'il y a globalement dedans et comprendre, ça permet de savoir effectivement un peu plus ce qu'on achète. Si on demande à un client, par exemple, qui vient nous voir en magasin cet après-midi, on lui demande de faire un peu une analyse de la valeur de l'enceinte. Qu'est-ce qu'il nous dirait à votre avis ? Sur une enceinte, par exemple. Est-ce qu'il pourrait vraiment nous... se décider C'est très compliqué. Pour celui qui vraiment ne connaît pas cet univers-là, ça va surtout se jouer sur une esthétique finalement. Ça va se jouer sur une esthétique. Une finition, un laquage, des borniers, des pointes, des choses comme ça. Mais celui qui n'est pas connaisseur du tout, ma foi... Il y a un truc qu'il faut aussi comprendre, c'est que très souvent, les meilleures surprises qu'on a eues en hi-fi, que ce soit en source, en enceinte, en platine vinyle, etc. Le coup de la surprise, c'était très très souvent avec des petits fabricants.
C'était jamais des marques hyper high-end. C'était souvent le fruit de petites structures finalement pas très importantes. Ouais. Je dis pas des micro-boîtes, hein, des petites entreprises. C'est ça, qui sont moins sous les projecteurs parce qu'elles en ont pas non plus les moyens. C'est exactement ça qu'il faut comprendre, et c'est dramatique pour ces petites boîtes parce que elles mettent plus de valeur. C'est carrément masochiste. Elles mettent moins de valeur dans le marketing, plus de valeur dans le produit. Donc le produit est moins connu, et pour que le bouche à oreille se fasse, il faut 1000 ans. Bah, on l'a vu quand on était à Varsovie il y a pas si longtemps que ça. On a rencontré ce petit fabricant d'enceintes. On s'est pris une petite claque. Tout à fait. C'était extrêmement musical. C'était inconnu au bataillon totalement. Et on s'est renseigné d'ailleurs pour importer. Bon, c'était pas possible pour tout un tas de raisons, mais c'était. Moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler, je pense que vous non plus. C'était vraiment la petite marque semi-artisanale polonaise. Il devait être 3-4 bonhommes là-dedans. Ouais, c'est ça, pas plus. Voilà, il vendait sa cam comme ça, directement chez les particuliers sur le marché polonais. C'est ça, en direct. Et c'est vrai que c'est des gens qui font du bien à la hi-fi, je pense. Ouais. Parce qu'ils proposent un vrai bon produit. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire revenir sur le devant de la scène. C'est des petites marques ou c'est même pas une question de. C'est pas ce que je veux dire en réalité. C'est pas une question de taille d'entreprise. Il y a des très grandes entreprises qui font des produits de très bonne valeur. Ça, c'est pas du. Heureusement. Faut pas faire d'amalgame. C'est ce que je sois bien clair dans ce que je veux dire. Mais il y a un travail de recherche personnelle à faire en disant avec quelle marque je veux bosser. C'est ce que nous on fait quand on sélectionne une marque. Bien sûr. Je voudrais quand même expliquer un petit peu à notre audience comment nous on fait justement pour sélectionner une marque. Il y a des fois c'est des marques qui viennent nous voir en disant voilà, on aimerait bien bosser avec le Quai du Son, vous êtes un magasin très connu, on aimerait bien profiter de votre entre guillemets notoriété pour pouvoir justement diffuser nos produits. Très souvent sur 10 marques qui viennent nous voir, on en enlève peut-être 8 ou 9. Oui. À partir du moment où on estime que la marque qui vient nous solliciter bouscule pas la hiérarchie établie dans le magasin existante, on part du principe que finalement ça n'a pas d'intérêt. Oui. On préfère avoir des relations fortes avec des partenaires historiques que plutôt que de s'embêter à multiplier les contacts moi je vois des magasins qui ont 70 marques, je sais pas ce qui. Un magasin qui a 70 marques au catalogue, c'est un peu comme au restaurant chinois. Vous savez, quand vous avez un menu de 15 pages, ouais. Je vais vous dire un truc, une petite confidence, il n'y a rien de frais dedans. J'allais dire, ça peut pas être frais. C'est que du surgelé et le travail de sélection n'a pas été fait. Non. En revanche, vous allez chez un petit cuistot avec 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, ça a été fait ce matin avec des produits frais, il n'y a aucun souci. Et puis on sait plus quoi choisir. On sait plus quoi choisir. C'est ça le problème. Alors qu'on normalement, si on vient en tout cas chez un spécialiste, c'est pas pour être au supermarché. Mais il n'y a que des doublons. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a que des doublons. Il y a que des doublons. Il y a des produits. Il faut quand même qu'il y ait des différences entre les gammes. Bah oui. Et on se retrouve avec trop de marques et trop de doublons. Et finalement, le client sait plus trop quoi choisir. Et puis on peut pas tout essayer non plus. Bah non. Moi personnellement, quand je fais une démonstration, j'essaye de proposer 2-3 alternatives au client qui rentrent dans son scope. C'est ça. Sinon, c'est des démonstrations à non plus finir. Le client à la fin, il a écouté de la musique pendant 15 heures. Il sait plus comment il s'appelle. Il retrouve plus sa voiture en repartant. C'est ça. Il est complètement dans le cirage. Donc ça fonctionne pas. Donc ça, la première méthode, c'est les fabricants qui viennent nous voir. Ensuite, on peut solliciter aussi des fabricants. Ça m'est déjà arrivé. C'était le cas, par exemple, avec une marque d'ampli à tube qu'on vend énormément ici au magasin. J'essaie de pas trop parler de marque dans Café hi-fi parce que c'est pas le but. On essaie de pas trop faire de commercial. On en fait déjà assez au magasin. Mais on a sollicité des marques pour justement les représenter parce qu'on avait entendu sur des salons, chez des clients, des produits qui vraiment pour nous semblait très intéressant à mettre à disposition de la clientèle. Et donc on a noué des partenariats très importants avec ces marques et développé au fil des années. Et ensuite la dernière chose, c'est des clients qui carrément nous parlent de marques qu'on connaît pas. Oui. Parce qu'il y a énormément de marques. Il y a des marques qui apparaissent quasiment tous les mois dans tous les pays du monde, notamment dans les pays de l'Est qui sont extrêmement dynamiques dans les produits hi-fi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un monsieur qui m'a dit mais comment ça se fait vous avez des marques d'enceintes, d'amplis dans les pays de produits polonais, etc. Beaucoup de produits polonais. Comment ça se fait? Les Polonais, on savait pas qu'ils étaient quand même balèzes là-dedans. Aussi présents, ouais.
En fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, et ça les gens ne le savent pas toujours, c'est que les Polonais ont été pendant très longtemps des sous-traitants pour des grandes marques anglaises, américaines, voire françaises aussi. Et puis, il y a une quinzaine d'années, il y a eu une vague de libération où ils ont dit bon les gars, vous êtes gentils, on se tape tout le boulot, on investit dans les machines, à la fin vous arrivez, vous mettez votre petite étiquette et puis c'est vous qui... on se tape tout quoi, hein, et puis c'est vous qui récoltez à chaque fois les médailles. Donc on va se mettre à notre compte. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui se sont lancées, même des marques... En fait, vous avez des marques qui sont jeunes en apparence. Mais ça fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'ils fabriquent des caissons, ça fait 20 ans qu'ils fabriquent des enceintes dans l'ombre, sans pour autant être dans la lumière des projecteurs, de la presse spécialisée, etc. Qui ne sait pas toujours... comment dirais-je, parler de ces marques-là en tant que sous-traitant, mais surtout en tant que fabricant. Oui, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire concernant les marques. Donc il y a une formation à faire pour terminer sur cet aspect des choses, sur le côté surcoté, sous-côté des marques. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète et si possible, quand vous avez la possibilité de faire une écoute dans un magasin ou chez un ambassadeur, on a un réseau d'ambassadeurs au Quai du Son un petit peu partout en France qui s'est tissé au fil des mois. Qui continue à se construire et qui s'agrémente de semaine en semaine. Je vous invite à aller voir sur la rubrique ambassadeur de notre site internet, qui est 138quaiduson.com. Vous avez souvent un point d'écoute pas très loin de chez vous, dans lequel on peut s'arranger pour faire des démonstrations, parce que rien ne vaut l'écoute finalement. C'est sûr, ça reste un produit qui fait appel au sens, à l'ouïe. Quand on peut, il faut écouter. Il faut écouter, mais de toute manière, le résultat d'écoute finale sera de toute façon la résultante de bons produits à bon rapport, à excellent rapport performance-prix. C'est surtout ça qu'il faut. Voilà. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour du sujet. On a même dérivé un petit peu, mais c'est bien parce que finalement c'est très complet et je pense qu'on a plutôt répondu à la question. De façon un peu détournée, mais je pense que c'est mieux d'envisager comme ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà les amis, c'est la fin de ce Café IFI numéro 6. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à poser des questions si vous en avez. Si vous souhaitez qu'on aborde d'autres sujets également, n'hésitez pas à nous suggérer des sujets. Et d'ici là, Nicolas, on se dit à la prochaine pour un nouveau Café IFI. À la prochaine. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir.